Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une ambiance qui reste lourde sur les marchés au démarrage de cette nouvelle semaine, au démarrage de ce nouveau mois, le mois de mai, qui aura d'ailleurs commencé par un petit flash-crack pour les indices actions en Europe. À 10h, on a vu un décrochage violent de l'ensemble des indices actions en Europe. On comprend que la forte baisse, le crack est venu des marchés nordiques, de la bourse de Stockholm notamment, avec l'indice OMX 30 qui a chuté le plus lourdement aux alentours de 10 heures. Alors un flash crack qui n'a duré que quelques secondes, quelques minutes, mais qui a vu quand même des baisses spectaculaires de 8% en l'occurrence pour le marché suédois. Les choses sont à peu près rentrées dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on reste sur les baisses qu'on connaissait avant ce crack de 10 heures ce matin, des baisses de 1% et plus pour les indices actions en Europe à mi-séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. Notez que pas mal de grosses places boursières sont fermées aujourd'hui, et notamment en Europe, la bourse de Londres qui est fermée pour Bank Holiday à la suite du 1er mai hier. Voilà donc pour l'ambiance en ce début de semaine et en ce nouveau mois. La semaine sera marquée évidemment par la décision de politique monétaire de la Fed attendue mercredi soir. Une hausse de taux d'au moins 50 points de base. C'est ce qui est garanti pour l'instant par la Réserve fédérale américaine. On verra si la surprise peut venir d'une hausse de taux qui serait plus importante, 75 points de base, qui n'est pas une option tout à fait impossible à ce stade. Et puis jeudi, nous aurons également la décision de la Banque d'Angleterre qui prévoit elle aussi à nouveau une remontée de ses principaux taux directeurs, la BOE qui a déjà remonté 2 fois ses taux d'intérêt ces derniers mois. Voilà donc pour l'ambiance du moment et les jalons qui marqueront cette semaine. Et puis comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, les enjeux techniques de marché également, avec le plan de trading de Bourse Direct et Romain Daubry qui est avec nous en plateau pour cette demi-heure. Et c'est donc une semaine qui commence avec beaucoup de nervosité sur les marchés. Les infos clés à mi-séance avec Alix Nguyen. Le CAC se part d'un rouge vif en ce début de semaine, même son de cloche pour l'ensemble des places européennes. Le marché réagit à la dégradation de l'activité manufacturière en zone euro. Elle fait écho à la contraction constatée en Chine. En zone euro, donc, l'indice PMI S&P Global s'est replié de 56,5 en mars à un plus bas de 15 mois en avril à 55,5. Si dans le secteur, la croissance a de nouveau ralenti, les prix de vente ont enregistré une hausse record. À l'exception de la France et des Pays-Bas, les indices PMI ont affiché leur plus faible niveau depuis plus d'1 an. On retient qu'en Allemagne, les nouvelles commandes et la production ont baissé pour la première fois depuis juin 2020. En Chine, l'indice PMI manufacturier officiel a reculé de 2,1 points à 47,4. L'indice PMI Kexin manufacturier a aussi poursuivi sa contraction à 46 points contre 48,1 en mars. À noter que les marchés chinois sont fermés et ce jusqu'à mercredi. Les places de Hong Kong et de Londres sont également closes aujourd'hui seulement. Cette semaine, outre la poursuite de la saison des résultats trimestriels, les séances seront rythmées par les décisions monétaires de la Fed et de la Banque d'Angleterre, mais aussi par le rapport sur l'emploi d'avril aux États-Unis. Sur le plan géopolitique, l'Union européenne devrait tenter de s'entendre sur la mise en place de restrictions progressives quant aux importations de pétrole russe. Sur le plan des valeurs à suivre, aujourd'hui, les constructeurs automobiles reculent dans le sillage de la baisse le mois dernier de 22,6% des immatriculations de voitures neuves en France. Les approvisionnements de constructeurs européens restent affectés par la guerre en Ukraine. Renault et Stellantis sont en net repli, même chose pour Faurecia et Valeo. Les technologies ST Microelectronics et Worldline reculent sous l'effet du recul de plus de 4% du Nasdaq vendredi. Parmi les autres valeurs de croissance, Kering, Hermès et LVMH sont aussi dans le rouge. Et puis à l'inverse, Carrefour avance dans le vert sous l'effet d'une information selon laquelle le Canadien Alimentation Couche-Tard et le Britannique EG Group discutent d'un rapprochement de certains de leurs actifs. Tendance, mon ami, votre rendez-vous 2 fois par jour pour les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart à 12h30 donc et 17h chaque jour.
Les enjeux techniques de la semaine, comme chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse, c'est avec Bourse Direct, le plan de trading et Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct à mes côtés en plateau. Bonjour Romain. Bonjour Gérard. Bienvenue. Rien de tel qu'un petit flash crack pour entamer une nouvelle semaine et un nouveau mois sur les marchés. C'est quand même à ce stade l'événement de la journée. Alors, les choses ont été assez vite corrigées, mais quand même des baisses de 3,5% sur les indices de la zone euro, 8% de baisse pour l'OMX 30 à la bourse de Stockholm, sur les marchés nordiques. Encore une fois, tout ça a été corrigé en quelques secondes, quelques minutes. On verra si cet événement laisse des traces peut-être chez certains acteurs financiers. En tout cas, ça montre une situation de nervosité, de fébrilité importante peut-être sur les marchés. Oui, tout à fait, un marché creux déjà, probablement. Des réactions qui sont assez disparates sur les valeurs aussi, individuellement. Il y a quelques valeurs qui ont réagi fortement. Orange, Publicis ont perdu plus de 8%, ou environ 8% au moment de la baisse. Des valeurs comme Airbus, Danone ou Pernod Ricard n'ont quasiment pas bougé. Donc, il y a peut-être des valeurs moins creuses, enfin des carnets d'ordre moins creux par endroit. Et puis, vous le disiez, il y a les marchés londoniens qui sont fermés aussi. Donc, ça ajoute à l'absence de liquidité, donc peut-être à l'excès sur un mouvement. Techniquement, on n'a pas d'éléments en ce qui concerne Euronext, mais probablement ça se donc pas chez nous. Mais on voit que le mouvement est assez rapide et c'est dans le sens de la tendance de fond, avec les signaux d'alerte qui ont été déclenchés en fin de semaine dernière, cette fois-ci clairement sur les indices américains majeurs, Nasdaq et S&P 500. On a des portefeuilles qui sont couverts en Europe, on le voit, et on a mieux tenu en fin de semaine que les indices américains qui sous-performent cette fois-ci, clairement. On a en revanche une spéculation qui est à la baisse, et sur le futur CAC 40, on a vu l'ouverture de près de 20 000 contrats au cours de la semaine dernière, dont 11 000 contrats ouverts au cours de la séance de vendredi, qui était une séance finalement haussière, mais qui a commencé en haut et qui a terminé c'est ça. point bas. Donc, même si on est en hausse par rapport à la journée de jeudi, c'est quand même assez mitigé comme mouvement et comme marché. Et nous, on a préservé pour l'instant, à ce stade à Paris, des niveaux d'alerte majeurs. Y compris dans le flash crack de ce matin. Y compris dans le flash crack de ce matin. De façon très technique et encore une fois au point près sur des niveaux de support qui vont être nos niveaux d'alerte maintenant clairement bien identifiés grâce à ce mouvement qui est resté technique en tout cas même dans le contexte. Bon. On reviendra sur le cas européen et sur le CAC 40 en particulier, mais avec l'idée effectivement qu'il y a beaucoup de pessimisme sur l'Europe aujourd'hui pour des raisons tout à fait compréhensibles et que donc les investisseurs sont quand même couverts, protégés sur ces marchés européens. Le sont-ils suffisamment quand on parle des marchés américains ? Parce que là, effectivement, la dégradation ne fait que se poursuivre et avec la séance de vendredi sur les indices majeurs américains, on attaque et on a attaqué des supports très très importants pour la suite, Romain. Vraiment, cette fois-ci, on clôture le mois d'avril donc sous des niveaux majeurs sur le S&P 500, l'indice majeur américain que vous voyez ici, le 4169, qui était à peu près les 23,6% de retracement, sont enfoncés en clôture mensuelle. C'est la première fois, malgré des tests de plusieurs mois déjà sur ce niveau, cette fois-ci, c'est rompu. Alors, il va y avoir des réactions rapides, bien sûr, on peut réintégrer ces niveaux-là. Il n'y a jamais rien de certain sur les marchés, mais c'est quand même très dégradé. Et voilà. Ce qui est intéressant aussi avec ce graphique-là, c'est de voir que les retracements de Fibonacci que j'ai placés pour la séquence au creux de la crise Covid, ils se terminant par les points hauts des mois de fin d'année dernière, octobre-novembre dernier, permettent de retrouver des niveaux de support et de résistance majeurs. On dit souvent que les mouvements boursiers sont retracés de 50 à 60%. Ça nous donne des niveaux techniques qui se situent assez bas sur le S&P. Alors, c'est pas systématique, mais on a rompu 23,6. Il y a un intermédiaire à 3972. Le prochain légitime, c'est une zone située aux alentours de 3764 sur le S&P. Ça donne des niveaux de baisse qui sont encore assez marqués, assez importants, et des niveaux précis. Un marché qui reste très technique, mais qui est passé du côté négatif aux États-Unis, clairement cette fois-ci. Oui, c'est ça. Et quand on regarde le Nasdaq 100, avec là aussi, une correction bien plus importante que l'indice S&P 500. Là aussi, on a un moment un peu make or break, avec des alertes de long terme qui ont été largement confirmées encore avec la séance de vendredi, dernière séance du mois. C'est ce qu'on pressentait dans les jours précédents. On disait qu'il y avait un trading range, qu'il fallait préserver ces niveaux-là. On est allé les tester il y a quelques semaines, 3 fois violemment, et puis là on est redescendu dessus avec du volume, de la continuité.
C'est un marché qui est difficile. On l'a rompu, le niveau de 13 070. J'avais mis 13 105 la semaine dernière. On a juste au fur et à mesure des mouvements de marché. C'était en essayant de reculer au plus possible à l'ère de long terme. Mais là, elle est franchement rompue avec du volume en clôture hebdomadaire, en clôture mensuelle. On a coché toutes les cases. On a coché toutes les cases. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le mouvement se produit de façon assez régulière, assez marquée, mais qu'il n'y a pas de structure de retournement baissière très propre. Alors, on pourrait voir sur le Nasdaq une figure de retournement en épaule-tête-épaule. Ça donne des cibles très basses. Ça laissera encore 30% de baisse sur l'indice. C'est la zone 9000, 9530. Partant déjà de 20% de baisse et plus pour le Nasdaq depuis son point haut de novembre 2021. Exactement. Donc, ce sont encore une fois des feuilles de route. C'est-à-dire qu'on observe des schémas maximales. On voit que comme sur le S&P, qu'il n'y a pas de structure de retournement baissière propre. Alors ça, c'est pas génial parce que ça veut dire que le marché risque de glisser. Ça veut dire qu'on est baissier, on a rompu des niveaux et c'est niveau en niveau qu'il va falloir regarder. Et donc on peut aller chercher 12 190 sur le Nasdaq comme vous l'avez à l'écran là, et puis stagner, rebondir un peu, pourquoi pas. Et on peut avoir un marché en dents de scie. Il va falloir reconstruire un mouvement, déjà terminer le mouvement baissier pour envisager d'en reconstruire un. Mais on a des niveaux clés au-dessus de nous et là d'y arriver avec du volume au mois de mai, avec des mouvements baissiers marqués, il se passe quelque chose de fort et il y a un mouvement de fond qui s'est mis en place sur les marchés américains. C'est pas le moment d'être moins prudent. Il fallait déjà être très prudent depuis plusieurs mois, on le répète chaque semaine. Ouais. C'est pas le moment d'être moins prudent, c'est ce que je comprends, Romain. Non, il n'y a pas de signaux de retournement. On voit la structure de retournement qui a construit ce mouvement de baisse, elle s'est construite depuis plusieurs mois. Il faut des structures sinon équivalentes, en tout cas significatives pour retourner un marché, et il n'y a aucun signe de tout ça pour l'instant, au contraire. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire du Dow Jones, le grand indice historique américain? Est-ce que là aussi, la configuration montre des alertes confirmées? Alors justement, non. Lui s'arrête sur son niveau de support. Il est au sein d'un triangle symétrique, avec des niveaux qui sont bien identifiés. Il faut préserver 32 980. Je crois qu'on est en train de passer en dessous ce matin. C'est le niveau d'alerte. On voit des niveaux de retracement qui peuvent être importants aussi sur le Dow Jones. Mais lui, il fait partie des indices qui n'ont pas encore rompu, contrairement au S&P et au Nasdaq. C'était pour avoir des niveaux graphiques et une structure et une petite différence sur les marchés américains. Bon, effectivement, Dow Jones qui fait bande à part, entre guillemets, c'est vrai que la composition est assez différente, et puis c'est quand même le retour de l'économie traditionnelle par rapport à l'économie virtuelle ou digitale. C'est prend sa revanche. C'est aussi assez légitime. C'est ça dans les grands trends qu'il faudra surveiller en cas de retournement, de voir que les grosses mains sont peut-être sur d'autres dossiers que ceux qu'on avait l'habitude de voir depuis plusieurs années. Justement, il y en a de moins en moins qui sont sur Amazon, visiblement, après une chute de quoi, 14% vendredi pour le titre Amazon. Ça a été violent pour Amazon. Wow. Qui paye le contexte et un ensemble de désintérêts liés évidemment à la hausse des taux aussi et au contexte en Chine. Amazon, elle a rompu un niveau de support important en 2875, elle l'avait préservé de la même façon. Ça, c'est un graphique mensuel en mensuel. Même si elle l'avait testé plusieurs fois, elle l'avait préservé, là, elle l'a rompu. Et après 3 mois de tests et de bagarres, elle est passée en dessous avec du volume, avec des niveaux significatifs. Pareil, c'est un mouvement de fond qui se met en place. Il y a des vrais dégagements sur ce titre. C'est ça qui me fait dire que la situation, même si elle n'est pas dramatique, peut être longue. Et c'est ce qu'on va observer. Si on duplique les points hauts et le trading range précédent, on a des cibles qui sont proches. On vient d'en toucher une, 2441. Mais la cible suivante, elle se situe un peu en dessous de 2045 et un peu en dessous de la ligne de tendance haussière de long terme. C'est dire aussi que ce n'est pas un drame ce qui se produit pour Amazon, qui a fait des performances extraordinaires depuis 10 ans et qui retrace violemment, nettement, mais qui, avec une structure de retournement baissière au-dessus qui est pareil, longue, qui a mis des mois à se mettre en place, voire plus d'une année pour elle. Donc le retournement haussier pour Amazon n'est pas immédiat. Alors sur le long terme, c'est peut-être un bon point d'entrée. En tout cas, il n'y a pas de structure de retournement et pas d'urgence à entrer sur des titres comme Amazon. Est-ce qu'on retrace juste la période Covid ou est-ce qu'il faut attendre peut-être un retracement un peu plus profond encore pour de ce genre de titre? La structure confirme qu'on est parti pour stagner. Alors on peut remonter à 2875 rapidement. Encore une fois, il peut y avoir, et c'est dans ce marché-là que ça va être compliqué, des embardés, des écarts techniques, mais garder du cash, être sous-investi, ça paraît très très légitime dans ce contexte. Bon, même si la chute d'Apple a été moins spectaculaire que celle d'Amazon sur la séance de vendredi, il y a quand même aussi des alertes déclenchées sur le général Apple au sein des GAFAM, au sein du Nasdaq et du S&P 500. Mais oui, cette fois-ci, oui. Encore une fois, on rompt la ligne de tendance haussière
haussière de long terme. C'est un graphique hebdomadaire cette fois-ci pour Apple. Il faut vraiment préserver 154,50 au risque d'accélérer un peu plus. Ça laisse des mouvements de baisse un peu marqués aussi pour Apple derrière. La zone cible, c'est située aux alentours de 626,40, qui est un niveau de support de long terme aussi. Donc graphiquement et techniquement, ça colle très bien. Ça ne se fera peut-être pas en une fois, elle a déjà bien baissé, mais le point de vente qu'on avait indiqué aux alentours de 176,65 s'est bien matérialisé. Et la rupture, une nouvelle fois, de la ligne de tendance haussière de long terme, que vous avez avec un cercle rouge, avec du volume et une clôture hebdomadaire et une clôture mensuelle sous ces niveaux, font qu'on a des signaux de baisse clairement établis maintenant, même si, encore une fois, ce n'est pas forcément pour un crack instantané et une baisse de 20% immédiatement, mais un mouvement de baissier de fond. Oui, et puis on voit bien qu'on attaque là les bijoux de famille, les valeurs patrimoniales. C'est-à-dire qu'on sait que toute une partie du Nasdaq est déjà à moins 50, moins 60, moins 70. Toute la tech non rentable, là-dessus, ça n'a pas changé. Mais c'est vrai qu'à part Microsoft aujourd'hui au sein des GAFAM, Facebook a déjà craqué. On a vu Nvidia aussi dans les semi-conducteurs qui a déjà lâché. Et donc Amazon, Apple, jusqu'à vendredi, était encore l'espoir au sein du groupe GAFAM. Et on voit que là aussi, les alertes ont été déclenchées. Si on regarde les matières premières, Romain, évidemment, c'est très important parce que, alors, on parle avec vous de l'indice CRB généralement, qui agrège un grand nombre de matières premières. Je crois que le poids du pétrole est 30% au sein de l'indice CRB, avec l'idée qu'on a peut-être marqué un top. Si on zoome justement sur le pétrole en tant que tel, le baril de Brent par exemple, est-ce qu'on a l'idée là d'un top marqué, au moins temporairement, sur le pétrole ? Probablement, manifestement, c'est ce qui se passe. Quant au CRB, juste un point, nous on est sorti du CRB ce matin. Donc on était rentré, sorti, re-rentré. Et là, on a considéré que les mouvements de ce matin confirment l'essoufflement qu'on pressentait la semaine dernière. C'est au moins un essoufflement dans l'immédiat. Alors on évolue effectivement sur le Brent dans un triangle symétrique, lui aussi. Ça indique une consolidation probablement dans une tendance haussière pour l'instant, si ce n'est que le niveau de 104,30 est la médiane du triangle et donc l'Apex, un point important, et on aura un biais plus ou moins aussi à l'intérieur de ce triangle selon qu'on passe au-dessus ou en dessous. Il faut vraiment préserver 99,10 qu'on est allé tester il y a 10 jours et qui est le niveau d'alerte au risque d'avoir une accélération baissière marquée cette fois-ci. Rien ne l'indique. Il y a une seule chose qui est importante, c'est qu'on avance dans ce triangle de façon significative. Or, de façon contre-intuitive, plus on avance à l'intérieur d'une structure en triangle, moins le mouvement de sortie sera violent. En fait, on pourrait avoir tendance à penser que les cotations se tendent et que le mouvement serait brutal. Plus on comprime, plus ça va c'est décomprimer. Et non. Psychologiquement, ce qui se produit, c'est que les acheteurs et les vendeurs ont trouvé leur compte et ont réussi à s'équilibrer. Ouais. Et donc le mouvement de sortie sera peut-être pas aussi brutal, aussi violent que ce que j'indique. En tout cas, la cible graphique est de 72,20 en bas ou 138 en haut, selon le côté duquel on sortira. On peut faire une fausse sortie, latéraliser aussi, de la même façon que sur les valeurs technologiques qu'on regardait précédemment. C'est pour ça que le mouvement va être long. En tout cas, on a des niveaux d'alerte rompus. Et ici, une tendance haussière qui est terminée, en tout cas pour un certain temps. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire des enjeux techniques pour le CAC 40 quand on regarde le contrat futur mai pour les prochaines heures et les prochains jours, Romain ? Il est resté technique à ce stade, ça c'est important. Il a rebondi ce matin sur le niveau de 6260 points pile au moment du fameux flash crack, et il évolue donc toujours sous des niveaux, dans l'absence de tendance, mais lui n'est pas retourné à rompre ces niveaux d'alerte de moyen et de long terme. On est toujours donc en l'absence de tendance. Donc les niveaux qu'on peut reprendre, alors je vais les prendre sur l'indice CAC 40 cash, qui peuvent être intéressants, c'est 6575 à redéborder, et le trading range pour l'indice CAC 40 cash, c'est 6350 en bas, 6400. Ça, c'est le support à ne pas rompre. On l'a testé ce matin, on l'a préservé. La médiane, c'est 6575. On aura un biais plus ou moins aussi selon qu'on est au-dessus ou en dessous. On est nettement en dessous. Et la borne haute, ce serait 6750 points. Le futur CAC 40, que vous avez cette fois-ci sous les yeux, il cote une cinquantaine de points, 55 points environ sous l'indice CAC 40 cash maintenant. Et donc, les niveaux, vous les retrouvez ici. 6472, c'est la médiane. Au-delà de ce niveau, 6548, on reprendra des couleurs. On en est loin. Le risque, c'est vraiment d'aller rompre 6260 et d'aller accélérer pour chercher une zone 5871, 5922, qui est la cible minimale du mouvement. Merci beaucoup Romain. Romain Debré avec nous chaque lundi à la mi-journée en plateau dans Smart Bourse pour les enjeux techniques de la semaine, le plan de trading avec Bourse Direct.
C'est John Plassard qui est avec nous à présent et qui nous rejoint en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabaud. Bonjour et bienvenue John. Reprenons quand même quelques éléments clés de marché. On vient d'en détailler certains avec Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Mais évidemment, la baisse du Nasdaq et la lourde séance encore pour le Nasdaq vendredi marque les esprits, sachant que le Nasdaq est toujours sur une baisse de 20% et plus par rapport à son pic de novembre. Cette situation-là, elle existe dans le marché depuis plusieurs semaines, voire quelques mois maintenant. Et la séance de vendredi, évidemment, nous interroge, nous interpelle. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de douleurs à attendre sur ce compartiment technologique américain, John ? Écoutez, bonjour Grégoire. Juste une chose, on peut faire. Il y a beaucoup de gens qui font la comparaison avec la bulle Internet de 2000. Alors, c'est pas du tout la même chose, pas du tout les mêmes fondamentaux, mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certaines valeurs et certaines grosses valeurs qui sont en dessous de leur niveau du pré-Covid. Vous vous souvenez, c'était vraiment vous avez plusieurs valeurs technologiques qui avaient bénéficié, notamment du fait qu'on reste chez soi, etc. Donc, on est revenu à des niveaux assez intéressants. Peut-être, pour répondre à votre question, on n'a pas encore vu, il reste quelques pourcents à baisser. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a toujours une sensibilité à la hausse des treasuries, et notamment lorsqu'on regarde le 10-ans américain, qui est tout proche des 3%. Donc on imagine par exemple que la Fed, après la réunion de la Fed de mercredi, si elle devait être plus au quiche, avec un rendement du 10 ans qui va encore plus haut, on pourrait avoir un peu de mal sur le Nasdaq. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours cette tendance des investisseurs de vendre les valeurs qui avaient très bien gagné hier pour prendre les perdantes, celles qui avaient le moins bien performé. Cette tendance est toujours là. Et puis, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, malgré la forte baisse du Nasdaq, on a une valorisation qui est toujours plus élevée concernant si on prend par rapport aux standards historiques. Donc ici, on peut avoir encore une baisse, je dirais, du Nasdaq de quelques pourcents. Je pense que le plus gros du mouvement a été fait, parce qu'on parle quand même de sociétés qui connaissent toujours une croissance, qui ont toujours des fondamentaux qui sont bons. Et on a vu que ici, vous en parliez avant, Grégoire, que lors de la publication des résultats d'entreprise, il fallait surtout pas manquer, parce que là, la sanction était extrêmement violente. On l'a vu sur Google, on l'a vu sur Amazon, on l'a vu sur Netflix, bien évidemment. Et puis d'un autre côté, Facebook, Meta avait quelque peu rassuré, puis on a vu qu'immédiatement, c'était du plus 10%. Donc ici, il faut regarder la fin de la publication de ces résultats, mais je pense qu'on n'est pas très loin. Le plus gros du mouvement, comme je viens de le dire, a été fait, mais je pense qu'on n'est pas très loin des bas. On peut encore baisser quelques pourcents, mais comme vous savez, on ne rachète jamais au plus bas. On peut commencer à accumuler un peu. Pire que la tech américaine, il y a la tech chinoise ces derniers mois et depuis même plusieurs trimestres maintenant, John. Est-ce que les signaux politiques, même d'ailleurs envoyés par Pékin, sont un peu plus favorables peut-être à un regain d'intérêt pour la tech chinoise de la part des investisseurs globaux ? Clairement, oui, on attendait. On sait très bien que la tech chinoise a baissé, entre autres, parce que le gouvernement chinois avait bridé ce secteur, qu'il avait considéré aller trop loin, trop haut, et être un peu trop indépendant, je dirais, du parti politique. Et puis on a vu vendredi passé que le gouvernement a annoncé un assouplissement de ces mesures de répression à l'encontre du secteur de la tech. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Alors bon, les marchés chinois sont fermés aujourd'hui, mais on va certainement voir un rebond probant, on l'a déjà eu vendredi, mais un rebond probant des valeurs de la tech. On sait que le gouvernement chinois veut garder une croissance au-delà des 5,5% pour la Chine cette année. Donc, il va falloir aussi aider ces géants de la tech qui apportent quand même du business et qui sont aussi une image, je dirais, de la performance technologique chinoise. Et puis, d'un autre côté, on a eu un deuxième signal très important, c'est qu'on va avoir dans les jours qui viennent un symposium qui est organisé en Chine, notamment sur le secteur de la tech. Et puis, on sait qu'il y a Alibaba, Tencent et puis ByteDance qui devrait être là. Et donc, on pense que le gouvernement chinois voit dans ce secteur de la tech peut-être un relais de croissance qu'il avait négligé. Et donc, ça va être
très certainement une belle histoire à regarder, en tout cas de très près, parce qu'il y a évidemment, comme vous l'avez dit, cet aspect politique très important sur ce secteur. Oui, il ne faut pas négliger les signaux politiques, mais ça veut dire, après la phase de grande répression, on met en scène la grande réconciliation. C'est un peu l'idée du storytelling, John. Oui, parce que on se rend compte, le gouvernement chinois se rend compte que tout le monde parlait de la tech chinoise, tout le monde parlait d'Alibaba, tout le monde parlait du Single Day, vous savez, cette journée où il y a des milliards de dollars qui se négocient en Chine, et que en fait, c'était quelque chose qui était, comme je disais avant, eh bien, une plateforme, une visibilité sur le reste du monde et sur la croissance. Croissance évidemment de la tech, mais croissance aussi économique chinoise. Et en les ayant bridés, eh bien, on se rend compte, en fait, que les investisseurs sont peut-être moins intéressés par la Chine, sont peut-être moins intéressés par le secteur, et on sait aussi le secteur de l'immobilier a été frappé de plein fouet par les restrictions gouvernementales. Et donc, on se dit que, enfin, le gouvernement chinois se dit qu'il faut absolument mettre de l'eau dans son vin, parce que sinon, eh bien, ces 5%, voire les 5,5% qui étaient donnés au début d'année de croissance pour la Chine, pourront jamais être atteints cette année. Bon, et puis côté américain, John, semaine importante évidemment avec le meeting de la Fed qui commence demain. La décision est attendue mercredi soir. Après la publication de la contraction du PIB américain sur le premier trimestre, c'était la semaine dernière, moins 1,4% en rythme trimestriel annualisé pour l'économie américaine sur les 3 premiers mois de l'année. Est-ce que malgré cela, la fenêtre de tir est encore favorable pour permettre à la Fed de rattraper son retard le plus vite possible ? Ou est-ce que la fenêtre de tir est déjà plus compliquée ? Écoutez, je pense que cette publication des chiffres de l'emploi, de la croissance ne change rien. Pourquoi ? Parce qu'on a vu qu'en grattant un petit peu sur les détails, on voyait qu'il y avait 3 points qui étaient spécifiques qu'on avait potentiellement mis de côté. C'est-à-dire que cette baisse de la croissance américaine était due d'abord par la baisse des stocks. Et on sait qu'il n'y avait pas une reconstitution des stocks parce que les entreprises avaient beaucoup acheté avant les fêtes parce qu'ils savaient qu'il allait avoir des pénuries. Donc, on verra cette reconstitution des stocks qui sera au deuxième trimestre. Après, on a vu qu'au niveau du commerce, eh bien, les États-Unis avaient plus importé qu'exporté. Donc, on voit que la demande aux États-Unis est toujours forte. Et puis, la dernière chose, c'est que les investissements du gouvernement commence à baisser parce que vous vous souvenez que, évidemment, pour la crise du Covid, le gouvernement avait beaucoup investi. Donc, je veux dire, c'est ces 3 points spécifiques qui expliquent cette baisse et cette surprise, il ne faut pas mettre ça de côté, sur la croissance américaine. Donc, je pense que ça ne change rien. Je pense que la Fed, comme le consensus d'ailleurs, va monter ses taux de 50 points de base. Il ne faut pas oublier que c'est la première fois depuis l'an 2000 que la Fed va faire ça en une séance. Donc, c'est vraiment très important. Ici, il ne faut pas négliger ce rendez-vous. Et puis, c'est aussi la première fois depuis 16 ans que la Fed va monter ses taux à 2 reprises. Alors, maintenant, ce qui sera important, c'est évidemment le message de la Fed, puisque Jérôme Powell a déjà dit que c'était 50 points de base qui étaient actés ce mercredi. Alors évidemment, si c'est 0,75, si c'est 75 points de base, là, ce sera un choc pour les marchés, bien évidemment. Alors, ces 75 points de base, eh bien, on les attend en juin, en tout cas le consensus. Et là, ça pourrait être quelque chose de très impressionnant à voir. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais vu ça depuis 1994, une hausse de taux de 75 points de base, 75 points de base, et ce serait seulement la 2e fois de l'histoire qu'on montrait un tel niveau. Donc on voit ici que potentiellement la Fed se sent derrière la courbe, behind the curve, parce qu'elle doit, comme vous l'aviez dit, avant remonter absolument ses taux dans cette fenêtre de tir avant qu'on rentre en récession, potentiellement l'année prochaine. Après, deuxième chose, et c'est la chose peut-être la plus importante, c'est que la Fed va certainement annoncer le début de la baisse de son bilan, 9 000 milliards de dollars, avec un rythme de 95 milliards de dollars, qui serait le rythme le plus rapide. Bon, on a peu d'historique, la dernière fois c'était en 2017, mais on voit ici que la Fed, 1, est pressée de remonter ses taux, et 2, est pressée de baisser son bilan. Et c'est ici qu'il va falloir voir, on va regarder les termes exacts utilisés par Jérôme Powell lors de la conférence de presse pour savoir si c'est une tendance qui va en s'accélérant, c'est-à-dire les hausses de taux fortes, ce qui n'était pas l'habitude avant. Avant, c'était petit à petit, mais là, il faut vite remonter les taux
afin de pouvoir les baisser après lorsqu'il y aura une récession l'année prochaine ou début 2024. Les enjeux sont élevés pour les banques centrales et pour les marchés. Voilà en résumé donc de cette discussion, de cette demi-heure d'émission pour entamer cette semaine et ce nouveau mois boursier. Merci beaucoup John Plassard qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.